Alerte. Situation grave à Kassilu-Silu, Kabaré. Les rebelles du groupe AFCM 23 ont intercepté des transports de motards au niveau de Kassilu-Silu, dans le territoire de Kabaré, sur la déviation vers Kalonge-Bouniakiri. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et partagez largement pour sensibiliser à cette situation préoccupante. Ona ba M23 banatupie banabeba vitu yote kumamoto na vitu maanke hakuna yebanaacha bamotare maanke huku kupie mamoto banaharibisha mamoto sana hapa maanke kutufunga njo maanke hapa tunaponyokea njo chupuchupu lufu njo tunaponyoka huko vitu maanke banapasula wanaharibisha vitu hapa milima huku wapiga mamasasi jo tunaenda tukwa kimbia naona kiba wanaharibisha vitu mamoto kutupa kupasula vya mingi mamotare wanabebewa pengine wanatuacha no huku maeshi tunakufa wanatubeba wanabeba machife vitu ya watu ilikuwa kumoto vya mingi sana no. Direct. Depuis Sang, sous contrôle total de Wazalendo, du général Muzalendo Ngoma Nzito. Nous sommes en route. Kabaré-Luiro est passé sous contrôle total de Wazalendos. Pas de repos pour les Wazalendo. Objectif, Bukavu, cible. Hawa ni wazalendo wa grupu ya FABB Bilozi Lishambuke wa General Delfe Kalembe Ngoma Nzito wakiongozwa na Ademeloge Bahiga Mpasura na komanda operationel Rufa de Rufa pamoja na komanda sektere gruperi Kasongo Yamba Supi ya Chui wakijielekeza kwenye shamba la vita kwenda Kavunambo. Hapo wanaingia kabisa, hakuna shida. Sud, Kivu. Les Wazalendo, Raya, Mutomboki, venus du parc de Kaouzi-Tiega, ont lancé une offensive ce jeudi contre les positions du M23 depuis Kaungu et Luiro. Ils affirment avoir pris le contrôle de Kaungu, Luiro et Kayanja et avancent actuellement vers Katana en 2 colonnes. Urgent, le président des Banyamulenge du Grand Katanga démasque Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo ne survit que grâce à la guerre et au sang des Banyamulenge. Son projet politique se nourrit du chaos, pas de la paix. Assez d'instrumentaliser une communauté pour des intérêts personnels. Nyarugabo et compagnie, oui. Ils appellent des gens au téléphone pour les mobiliser de quitter le Congo. C'est ce qu'ils ont fait à Uvira. Ouais. Ils ont appelé. Imaginez que les pillages à Uvira commencent 48 heures avant le retrait des M23. Ils commencent déjà les pillages. Ils commencent à créer. C'était vraiment prémédité. Ils commencent à créer une situation de chaos, voilà, pour qu'il y ait des bords. Parce que eux, ils savaient qu'ils n'allaient pas partir avec tous les Banyamulenge. Oui. Ils sont partis avec ceux dont ils ont pu instrumentaliser, manipuler. Mais ceux qui sont restés, leur objectif, c'était au travers des, entre guillemets, Wazalendo, que eux-mêmes créent et soudoient. Ils ont déjà prévu qu'il y ait des massacres à Uvira, pour que leur cause ait un nom. C'était vraiment prémédité, tu as raison. Madame, Daniel. ça fait peur que vous vouliez que les gens meurent pour que votre cause, pour que demain vous alliez dans une négociation avec Kinshasa, voilà, que vous retrouviez un poste dans les grands salons, dans les grands salons comme ils étaient auparavant. Mais je pense que le temps est révolu. On n'est plus à avoir des postes en fonction de travers, oui, ouais, à travers le sang, la violence, à travers le sang et la violence. Voilà, alors Daniel, nous touchons pratiquement à la fin de notre entretien, mais quel est le message final que vous pouvez adresser à tous les Congolais qui vous suivent présentement dans Congolais Téléma? Madame Virginie, merci beaucoup. Et mon message va être très clair. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. Bon, Ce qui se passe en effet est extrêmement frustrant, surtout pour les autorités congolaises qui sont en train de participer au pourparlers de manière franche, avec un souci de rétablir le plus vite possible l'autorité de l'État dans les zones occupées. Et évidemment, nous sommes consternés par le fait que le M23
affiche une posture, si vous voulez, qui semble être coopérative au niveau des instances internationales et au niveau des processus, mais que la réalité sur terrain est caractérisée par des violences qui continuent, par un essai continu, des efforts continus aussi de s'accaparer de plus de terres. Et ça, c'est un message que nous envoyons de manière aussi très claire à tous les membres de la communauté internationale qui nous ont poussés à avoir ces pourparlers avec le M23. Nous sommes prêts à nous engager dans des pourparlers sérieux, mais en même temps, il faut qu'il y ait une redevabilité pour tous les acteurs qui participent. Et donc, c'est aussi un des messages clés que nous portons. Si nous voulons avoir une paix durable dans la région des Grands Lacs, cela ne pourra pas se passer sans redevabilité. Et donc, la redevabilité, elle ne vient pas après, elle ne vient pas dans un futur lointain. Elle commence maintenant. Tous les acteurs doivent être tenus responsables pour leurs engagements et pour leurs manquements vis-à-vis de ces engagements. Ça veut dire aussi que la communauté internationale a un rôle à jouer, pour créer un environnement propice à des pourparlers qui sont pris au sérieux. Nous savons de qui le M23 dépend. Nous savons très bien qu'avec un peu plus de pression, qu'avec un peu plus de sanctions et de redevabilité, la donne peut changer rapidement. Et ça, c'est notre message à tous nos partenaires qui, d'une part, nous encouragent d'opter pour la voie politique, mais de l'autre part, sont très timides quand il s'agit des réalités sur le terrain. Vous parlez de sanctions, vous dites on sait très bien de qui le M23 dépend. Je suppose que vous faites allusion ici au Rwanda. C'est le Rwanda, je ne fais pas allusion, nous savons que c'est le Rwanda, c'est établi par les rapports indépendants des Nations Unies. Il s'agit du Rwanda et personne d'autre. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour que la situation puisse être inversée? Certains parlent de sanctions économiques. On a vu que l'Union européenne avait mis en place un système contraignant en début d'année. Mais on a l'impression que, au final, rien n'est fait. Il y a une espèce d'inertie en fait. Alors je vais me concentrer sur l'Union européenne parce que nous parlons avec un média européen et justement sur le fait que beaucoup plus peut être fait. Vous regardez d'autres conflits auxquels l'Union européenne a eu à faire face. Ce que nous entendons très souvent de la part de l'Union européenne, c'est le défi, si vous voulez, à trouver un consensus avec 27 États membres qui, eux tous, ont une lecture différente. Bon, il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de vies humaines. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit de l'intégrité territoriale d'un pays qui est violé. Il n'y a pas de lecture différente quand il s'agit d'un groupe armé qui est armé, équipé par un pays voisin. Nous regardons d'autres situations. En Europe, je pense que l'Union européenne est à son 27e paquet de sanctions quand il s'agit de la Russie. Elle passe comme ça, ces sanctions. Donc, nous demandons plus de sérieux. Nous demandons une analyse aussi plus approfondie, justement, de ce qui peut être fait. Quand nous parlons de sanctions, il y a toute une panoplie de sanctions. On peut parler de sanctions individuelles, on peut parler de sanctions qui ciblent des institutions, on peut parler de sanctions qui ciblent des entreprises. Et donc, c'est là qu'il faut justement mettre la pression et identifier quels sont les leviers qu'on peut activer pour avoir une plus forte réaction. Mais dire que c'est complexe, dire que c'est difficile de trouver un consensus, pour nous c'est quand même se dédouaner quand même assez facilement d'une situation. Revenons encore une fois à l'Union européenne, revenons aux pays européens. Nous avons il y a quelques semaines eu une conférence quand même assez fructueuse à Paris sur les questions humanitaires, sur l'assistance humanitaire dans la région des Grands Lacs. À peine cette conférence a pris fin, le Rwanda a fait un rétropédalage pour dire que la réouverture de l'aéroport de Goma ne pouvait se faire sans le M23. Et là, malgré le fait que tout le monde s'est félicité après cette conférence, c'était le grand silence. Nous ne parlons même pas de politique. Nous parlons de millions de vies humaines qui pourraient être sauvées si l'aéroport de Goma était opérationnel à nouveau. Un autre point qui pose vraiment problème aujourd'hui, dans les 8 protocoles qui ont été présentés à Doha il y a une semaine maintenant, c'est la libération, c'est le retour des anciens FDLR. Alors on sait que ça c'est le point le plus difficile. Certains disent que le Rwanda l'utilise comme un prétexte pour pouvoir continuer à attaquer la RDC. Que dit la RDC aujourd'hui? Est-ce que la RDC est prête à accompagner ce processus comme il faut? Et nous ne le disons pas, nous le faisons. Soyons très clairs, nous ne le disons pas. Donc le CONOPS qui a été signé dans le cadre de l'accord de Washington le 27 juin a 2 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier qui concerne la neutralisation des FDLR. Le deuxième pilier, c'est le pilier qui concerne le départ des troupes rwandaises de notre territoire souverain. Alors, nous savons très clairement que nous avons pris ces engagements. Du côté de la RDC, nous ne parlons pas de ces engagements en termes abstraits. Nous avons lancé un appel aux FDLR
de désarmer, de se rendre aux bases de la MONUSCO pour être rapatriés. Ils ont dit que le chemin était obstrué, que c'était difficile pour eux d'atteindre cet endroit-là dans un communiqué il y a quelques semaines. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a justement le M23 et les forces armées rwandaises qui contrôlent ce territoire. Si le Rwanda veut vraiment en finir avec les FDLR, ils doivent aussi créer des conditions favorables. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.